Coucou à tous. Je m'appelle Harrison, j'ai 32 ans. Il y a 2 mois, j'ai découvert que ma propre femme couchait avec mon frère aîné, et que toute ma famille était au courant. Alors que je me tuais à la tâche, travaillant 60 heures par semaine, manquant de sommeil et consacrant chaque once de mon énergie à rembourser notre hypothèque et à nous construire une vie solide, mes parents aidaient activement les amants à cacher leur liaison. J'ai entendu ma propre mère chuchoter dans la cuisine que l'erreur de mon frère ne devait pas gâcher sa vie parfaite, que ce n'était qu'un simple petit écart de conduite. Ils ont littéralement ri de ma naïveté alors qu'ils étaient assis juste en face de moi à la table du dîner, levant leur verre en cristal coûteux pour trinquer aux valeurs familiales. Mais il y a une chose qu'ils ignoraient. Ils n'avaient aucune idée que j'avais passé les 8 dernières semaines à compiler chaque SMS supprimé, chaque photo cachée, chaque virement bancaire et chaque sale petit secret qu'ils pensaient avoir enterré sous le tapis de leurs privilèges. Et en ce moment même, alors que je me tiens devant 60 personnes à la somptueuse baby shower de mon frère, tenant un coffret cadeau magnifiquement emballé entre mes mains, ils me sourient tous. Ils ne se doutent absolument pas que leurs vies de riches si parfaites sont sur le point d'être brisées d'une manière dont ils ne se remettront jamais. Avant que je vous raconte exactement ce qui s'est passé à l'ouverture de cette boîte, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que le karma finit toujours par récupérer ses dettes. Et s'il vous plaît, dites-moi depuis quel endroit vous me regardez dans les commentaires. Votre soutien compte énormément pour moi et aide à diffuser cette histoire à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Maintenant, revenons à la nuit où toute ma réalité s'est brisée en 1 million de morceaux irréparables. C'était un vendredi soir de la fin de l'automne. L'air extérieur était frais, piquant du froid de l'hiver approchant, mais à l'intérieur de la vaste propriété de banlieue de mes parents, l'atmosphère était lourde et chaleureuse. La maison sentait l'ail rôti, le romarin et l'arôme puissant d'un cabernet extrêmement cher. Mes parents, Théodore et Béatrice, ne manquaient jamais une occasion d'étaler leur statut social, et ce soir était une occasion spéciale. Nous étions censés faire la fête. Mon frère aîné, Julien, venait d'annoncer que sa femme, Pénélope, était enceinte de leur premier enfant. Pénélope est issue d'une famille de la grande bourgeoisie, le genre de personnes qui possèdent d'immenses portefeuilles immobiliers, des comptes offshore et qui parlent de leurs options d'achat d'actions et de leurs fonds fiduciaires d'héritage autour de croquettes de crabe et de caviar. Mes parents rayonnaient de bonheur. Julien était leur fils prodige. Il l'avait toujours été. En leur donnant un petit enfant avec une femme du rang social de Pénélope, Julien consolidait son statut de centre absolu de leur univers. Il sécurisait l'héritage familial. J'étais assis à la longue table de salle à manger en acajou avec mon épouse, Clara. Elle était à couper le souffle ce soir-là. Elle portait une robe bleue douce et élégante qui drapait parfaitement ses épaules. Je me souviens qu'elle a glissé sa main sous la table, la posant chaleureusement sur ma cuisse pendant que Théodore prononçait un long discours sur les lignées familiales. J'ai regardé Clara à ce moment-là et j'ai ressenti un sentiment profond et immense de gratitude. Nous n'avions pas la fortune familiale de Pénélope. Nous n'avions pas de maison d'été ni de fonds fiduciaires. Nous avions un prêt immobilier sur 30 ans et un budget serré, mais nous nous en sortions bien. Je pensais sincèrement que nous formions une équipe qui construisait un avenir à partir de rien. Je pensais être un homme chanceux. Je pensais que la femme assise à côté de moi était mon refuge. Après le dîner, la dynamique a changé, comme c'était toujours le cas dans ma famille. Les femmes se sont installées dans le salon d'apparat pour feuilleter des catalogues de chambres de bébés haut de gamme et discuter de décorateurs d'intérieur. Mon père a emmené Julien dans son bureau, une pièce qui exhalait l'odeur des livres reliés en cuir et de la supériorité, pour verser du scotch vieilli et parler d'investissement. J'ai été laissé entièrement à moi-même, la pièce rapportée de la famille. Je me suis excusé et me suis levé pour aller aux toilettes. En marchant dans le long couloir sombre vers l'arrière de la maison, sur le chemin du retour, je suis passé devant la cuisine. La lourde porte en chêne était légèrement entr'ouverte, projetant une mince bande de lumière jaune sur le parquet. J'étais sur le point de passer mon chemin, avec l'intention de retourner au salon et de m'asseoir tranquillement sur le canapé, mais j'ai entendu des voix basses et urgentes. C'était ma mère, mon père et Julien. J'ignore quel instinct primaire m'a poussé à m'arrêter. C'était peut-être le ton paniqué et aigu de la voix de mon frère, un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Julien était toujours arrogant, toujours calme. Mais à ce moment précis, il semblait désespéré. J'ai pressé fermement mon dos contre le mur froid, juste à l'extérieur du cadre de la porte. En retenant mon souffle, j'ai entendu Julien faire les 100 pas sur le carrelage de la cuisine.
Il disait qu'il était terrifié. Il disait que Pénélope posait des questions sur ses fins de journée tardives au bureau. Il disait que Clara s'attachait trop, qu'elle lui envoyait des messages pendant la journée de travail, et qu'il devait mettre un terme définitif à cette liaison maintenant que le bébé arrivait. Mon cœur s'est arrêté de battre. La sensation fut d'une soudaineté violente, comme si quelqu'un m'avait injecté de l'eau glacée directement dans les veines. Le monde a basculé sur son axe. Mes oreilles ont commencé à siffler à une fréquence très aiguë. Clara, ma femme. Puis mon père a pris la parole. La voix de Théodore était calme, incroyablement autoritaire, la voix d'un homme gérant une crise d'entreprise mineure plutôt que la destruction totale de la vie de son plus jeune fils. Il a dit à Julien de reprendre ses esprits. Il a dit que ce n'était qu'une relation physique, une bêtise stupide provoquée par le stress conjugal. Il a dit que personne n'allait détruire la réputation de la famille pour quelques nuits imprudentes dans un hôtel du centre-ville. Il a même ricané. Un rire bas et dédaigneux qui m'a retourné l'estomac. Mais ce sont les mots de ma mère qui m'ont véritablement anéanti. La femme qui m'avait donné la vie, la femme qui était censée m'aimer et me protéger inconditionnellement. Béatrice a soupiré lourdement, ses talons claquant sur le carrelage alors qu'elle s'approchait de Julien. J'ai dit à Clara de supprimer immédiatement tous les messages de son téléphone, a dit ma mère d'une voix empreinte d'une froideur calculée. Je lui ai fait comprendre très clairement que Harrison ne devait jamais la prendre sous aucun prétexte. Ton frère est beaucoup trop sensible, Julien. Il manque de la maturité émotionnelle nécessaire pour gérer ses complexités d'adulte. Il ferait un scandale énorme et embarrassant et gâcherait ce moment magnifique pour toi. Nous ne laisserons pas les sentiments fragiles de Harrison compromettre ton mariage avec Pénélope. L'héritage de sa famille est bien trop important pour ton avenir. C'est réglé. Clara connaît sa place et elle sait ce qu'elle risque de perdre si elle en dit un mot. J'ai cessé de respirer. Ma vision s'est troublée, des taches sombres et floues dansant furieusement au bord de mes yeux. Mes genoux se sont affaiblis et j'ai dû plaquer mes paumes à plat et avec force contre le mur du couloir pour empêcher mon corps de s'effondrer sur le sol. Mon frère, ma femme, mes parents, tous autant qu'ils étaient. Toute la structure de ma réalité était un mensonge méticuleusement orchestré. Il ne faisait pas que cacher une liaison. Il la gérait activement. Il protégeait la réputation de Julien et son mariage avec une riche héritière tout en sacrifiant complètement ma vie, mon mariage et ma santé mentale. Pour mes propres parents, ma profonde douleur n'était qu'un inconvénient logistique. Je n'étais rien de plus qu'un dommage collatéral, un pion à sacrifier pour s'assurer que la vie de Julien reste parfaite. J'ignore combien de temps je suis resté là, dans ce couloir sombre. Cela a semblé être une éternité suspendue dans une agonie absolue, mais cela n'a dû durer qu'une minute ou deux. J'ai entendu des pas s'approcher de la porte de la cuisine depuis l'intérieur, alors je me suis reculé silencieusement et frénétiquement pour me réfugier dans la salle de bain des invités toute proche. J'ai fermé la porte sans faire un bruit, je l'ai verrouillée et j'ai agrippé les bords du lavabo en porcelaine. J'ai fixé mon reflet dans le miroir. J'avais l'air d'un mort. Mon teint était livide, mes yeux grands ouverts et creux. J'ai ouvert le robinet, laissé couler l'eau glacée et me la suis jetée violemment au visage. L'envie de sortir, d'entrer dans cette cuisine, de renverser la lourde table à manger et de hurler jusqu'à ce que mes cordes vocales se déchirent était accablante. Je voulais attraper Julien par le col. Je voulais le mettre en pièces de mes propres mains. Mais une étrange clarté glaciale a balayé ma rage brûlante. Hurler n'aurait absolument rien résolu. Je connaissais ces gens. Si je les confrontais maintenant, ils me manipuleraient immédiatement. Ils me traiteraient de fou, diraient que j'avais mal entendu la conversation, que j'agissais par jalousie parce que Julien allait avoir un bébé. Ou pire, ils feraient bloc, serreraient les rangs et feraient de moi le méchant pour avoir gâché la fête de Pénélope. Je serais dépeint comme le jeune frère instable et jaloux. Si je voulais obtenir justice, je ne pouvais pas me contenter d'une crise de colère émotionnelle. Je devais être chirurgical. J'avais besoin de réduire tout leur royaume en cendres, sans laisser de place au doute. J'ai essuyé mon visage avec une serviette, j'ai pris une grande inspiration tremblante, j'ai plaqué un sourire faux mais convaincant sur mes lèvres et je suis retourné dans le salon. Je me suis dirigé vers le canapé, je me suis assis juste à côté de la femme qui couchait activement avec mon frère, j'ai regardé à l'autre bout de la pièce la mère et le père qui avaient complètement vendu mon âme, et j'ai joué mon rôle. Je pensais que le pire moment de ma vie avait été d'entendre la vérité dans cette cuisine. Je pensais que rien ne pouvait faire plus mal que ces mots. Je me trompais tellement.
Le pire a été de réaliser que je devais passer les semaines suivantes à faire semblant de ne rien savoir. Pour bien comprendre pourquoi cette trahison particulière m'a blessé si profondément et pourquoi mes parents étaient si disposés à me jeter au loup, il faut comprendre la dynamique toxique de l'histoire de ma famille. Je n'ai jamais été le favori. En grandissant, Julien était le soleil éclatant, et je n'étais qu'un rocher froid flottant sans but dans son orbite. Le favoritisme n'était pas subtil. C'était un battement de tambour fort et constant dans notre maison. Si Julien obtenait un B à un examen de mathématiques au lycée, mes parents célébraient cela comme un triomphe monumental de son travail acharné et de son dévouement. Si j'obtenais un A, c'était tout à fait attendu, à peine remarqué, et rapidement oublié. Quand Julien jouait au baseball dans l'équipe du lycée, mes parents assistaient à absolument tous les matchs, achetaient le meilleur équipement et organisaient les dîners de l'équipe. Quand j'ai rejoint l'équipe de débat et que je me suis qualifié pour les finales de l'État, ils ont manqué l'épreuve finale parce que Julien avait un léger rhume et avait besoin que ma mère lui prépare de la soupe. Mais l'injustice la plus flagrante s'est produite au moment d'entrer à l'université. Pendant 18 ans, mes parents m'avaient parlé du fonds d'épargne pour les études de la famille. Mais pendant ma dernière année de lycée, alors que j'étais assis à la table de la cuisine avec des lettres d'admission de 3 universités incroyables, mon père s'est raclé la gorge et m'a asséné le coup de grâce. Ils avaient vidé une grande partie du fonds collectif pour envoyer Julien dans une université privée de la côte est, extrêmement chère et prestigieuse. Leur explication, Julien avait besoin de se constituer un réseau avec les bonnes personnes. Julien avait le charisme nécessaire pour réussir dans la haute société. Quand j'ai demandé comment j'étais censé payer mes frais de scolarité, ma mère m'a simplement tapoté la main en disant que les finances étaient serrées. Elle m'a suggéré de m'orienter vers une université publique locale ou de contracter des prêts étudiants importants. Julien a passé ses 4 années à faire la fête, à voyager en Europe aux frais de mes parents, pour finalement obtenir un diplôme médiocre en communication. Moi, en revanche, j'ai cumulé 2 emplois exténuants, l'un dans un magasin de bricolage et l'autre comme serveur, pour payer mes études dans une université publique locale. Je ne me suis jamais plaint. J'ai simplement intégré le fait difficile que je devais gagner ma place dans ce monde à la sueur de mon front et par l'épuisement, tandis que Julien se faisait simplement remettre les clés du royaume. Même les membres de notre famille élargie jouaient le jeu de cette dynamique inégale et toxique. Je me souviens distinctement d'un barbecue familial que nous avions organisé quelques semaines avant la baby shower. Juste avant que je découvre la liaison, ma tante Agatha, la sœur aînée de ma mère, m'avait coincé près du grill pendant que je retournais des hamburgers. Tante Agatha fait partie de ces femmes de banlieue typiques qui enveloppent des insultes féroces dans des tons doux et mélodieux. Elle se tenait là, sirotant son thé glacé, les yeux fixés sur l'allée. Elle a regardé ma berline familiale de 10 ans garée près du garage, puis a lentement déplacé son regard vers le tout nouveau SUV de luxe personnalisé de Julien, garé à la meilleure place. Harrison, a-t-elle soupiré, tendant une main manucurée pour me tapoter le bras. Tu travailles toujours tellement dur. C'est admirable. C'est tout simplement merveilleux de voir comment Julien s'est installé avec Pénélope, n'est-ce pas? Sa famille possède une si jolie propriété dans les Hantons. Ce sont pratiquement des rois dans cette ville. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je suis sûr que Clara et toi finirez par résoudre vos petits problèmes financiers un jour ou l'autre. Continuez simplement à économiser vos sous. J'ai serré la spatule en métal si fort que les bords se sont enfoncés dans ma paume. Je me suis contenté de sourire, d'un air forcé, et j'ai retourné un hamburger. C'était toujours comme ça. Julien était le modèle absolu de réussite, et j'étais l'exemple même de la médiocrité. Mais j'avais bêtement pensé que, pour le moins, mes parents m'aimaient à leur manière imparfaite. Plus important encore, je pensais que Clara m'aimait. Je pensais qu'elle voyait ma valeur. Le trajet de retour depuis la maison de mes parents ce vendredi soir-là, la nuit où j'avais découvert la liaison dans la cuisine, fut un exercice de pure torture psychologique. Clara était assise sur le siège passager, fredonnant doucement sur une chanson pop à la radio. Le chauffage fonctionnait, et l'odeur de son parfum coûteux, une fragrance personnalisée pour laquelle j'avais économisé pendant 3 mois afin de lui offrir pour notre 5e anniversaire, remplissait l'habitacle de la voiture. Soudain, cette odeur familière et autrefois réconfortante m'a donné envie de m'arrêter sur le bas-côté de l'autoroute pour vomir violemment. « Tu as passé une bonne soirée ?» m'a-t-elle demandé négligemment, sans même lever les yeux de son téléphone alors qu'elle faisait défiler son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. « Oui » ai-je répondu, gardant mes yeux fixés strictement sur la route sombre devant moi.
Je serrais le volant en cuir si fort que mes articulations étaient blanches sous la lumière du tableau de bord. Excellente nouvelle pour le bébé. Julian doit être ravi. Elle a souri, d'un sourire doux et écœurant de gentillesse qui montait jusqu'à ses yeux. Je sais. Julian et Pénélope vont être des parents incroyables. Ta mère est tellement excitée qu'elle pouvait à peine se contenir. C'est une telle bénédiction pour la famille. Il m'a fallu absolument toute ma maîtrise de moi, chaque fragment de rationalité que je possédais pour ne pas piler au milieu de l'autoroute et la mettre dehors en plein froid. Elle parlait de l'homme avec qui elle couchait. Elle parlait de l'homme dont elle espérait probablement porter l'enfant elle-même. Cette absence totale de culpabilité, cette capacité sociopathe à me mentir droit dans les yeux sans sourciller, cela m'a terrifié. J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais marié à une parfaite inconnue, une prédatrice sous les traits de mon épouse. Au cours des jours suivants, j'ai vécu dans un état d'hypervigilance constante. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. Je surveillais chacun de ses mouvements avec une précision clinique. J'ai remarqué à quel point elle protégeait son téléphone, l'emportant avec elle dans la salle de bain, le posant face contre terre sur le comptoir. J'ai remarqué les changements subtils et insidieux dans son emploi du temps, les réunions tardives soudaines qui n'existaient pas auparavant, la façon dont elle tressaillait légèrement lorsque j'entrais dans une pièce de manière inattendue. Je rassemblais mes forces, essayant de formuler ma stratégie quand l'univers a décidé de tester ma santé mentale une fois de plus. Mon téléphone a sonné un mardi après-midi alors que j'étais assis à mon bureau. L'écran affichait le nom de ma mère. Je l'ai laissé sonner 3 fois, me préparant mentalement avant de décrocher. Harrison, mon chéri, a-t-elle lancé joyeusement à l'autre bout du fil. L'enthousiasme faux et exagéré dans sa voix m'a donné la chair de poule. Écoute, mon cœur, j'ai un immense service à te demander. De quoi s'agit-il, maman? J'ai gardé un ton neutre, dénué de toute émotion. Eh bien, la riche famille de Pénélope s'occupe de la grande baby shower officielle à leur country club, mais je veux que notre côté de la famille fasse quelque chose de spécial aussi. Une deuxième réception, un rassemblement plus intime réservé à nos amis proches et à notre famille. Et je me disais que, puisque tu es le frère de Julian, de son propre sang, ce serait absolument magnifique si Clara et toi l'organisiez chez vous. Cela montrerait une incroyable unité familiale à tout le monde. Je me suis assis à mon bureau, fixant le mur beige de mon box devant moi. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Elle voulait que j'organise une fête. Elle voulait que j'ouvre ma maison pour célébrer l'enfant de l'homme qui détruisait activement mon mariage. Elle voulait que je paie le traiteur, que je décore mon salon et que je reste planté là à sourire comme un serviteur obéissant pendant qu'ils jouaient tous à la famille parfaite et heureuse. L'audace la plus pure, la cruauté monumentale de cette femme était stupéfiante. Maman, je ne sais pas si nous avons l'espace ou le budget pour cela en ce moment, ai-je dit, en maintenant soigneusement ma voix stable. Le remboursement de l'hypothèque est assez élevé ce mois-ci. Oh, Harrison, s'il te plaît, ne sois pas difficile, a-t-elle rétorqué, le ton maternel et doux disparaissant instantanément pour laisser place à sa vraie nature exigeante. C'est pour ton frère. Tu sais à quel point c'est important pour son image. Mais simplement les dépenses sur une carte de crédit. Clara et toi devez vous impliquer et montrer votre soutien. Julian le ferait pour toi sans hésiter. J'ai fermé les yeux. Une prise de conscience froide et sombre s'est installée au plus profond de ma poitrine. Il me prenait vraiment pour un idiot. Il croyait sincèrement que j'étais un petit chien soumis et pitoyable qui irait chercher n'importe quel os qu'il me jetterait, même s'il était pourri. D'accord, maman, ai-je dit doucement. Un calme glacial m'a envahi. Tu as tout à fait raison. Je vais l'organiser. Je vais m'assurer que ce soit une fête que personne dans cette famille n'oubliera jamais. Oh, merveilleux, s'est-elle exclamée à l'autre bout du fil. Je savais que tu ferais ce qu'il faut. Clara sera ravie de t'aider à l'organiser. J'ai raccroché le téléphone et l'ai posé délicatement sur mon bureau. Je ne ressentais plus de tristesse. Le chagrin paralysant du vendredi soir avait complètement disparu, entièrement consumé, remplacé par une rage tranchante et glaciale. Ils voulaient un spectacle. Ils voulaient une parade d'unité familiale pour impressionner leurs amis fortunés. J'allais leur offrir un chef-d'œuvre de destruction. La transformation du mari endeuillé en un enquêteur froid et calculateur s'est faite du jour au lendemain. Ce soir-là, j'ai attendu dans notre lit, restant parfaitement immobile pendant 3 heures jusqu'à ce que la respiration de Clara s'approfondisse pour prendre le rythme lourd d'un sommeil profond.
Je me suis glissé hors de la couette, en veillant à ne pas faire grincer les ressorts du matelas, et j'ai récupéré silencieusement son téléphone sur la table de nuit. Elle avait changé son mot de passe récemment, juste après sa conversation avec ma mère, mais elle n'était pas du tout aussi maligne qu'elle le pensait. Je l'avais observé du coin de l'œil alors qu'elle le tapait quelques jours plus tôt en préparant le café. Le code d'accès était la date d'anniversaire de Julien. Le manque absolu de respect, le dégoût profond que j'ai éprouvé en tapant ces 6 chiffres sur l'écran ont failli faire trembler mes mains au point de faire tomber l'appareil. Je suis allé directement sur son application de messagerie. Elle était vide. Rien d'autre que des conversations banales et ennuyeuses avec sa sœur Nora et un groupe de discussion avec ses amis d'université se plaignant du travail. J'ai vérifié ses messages privés sur les réseaux sociaux, ses emails, son compte WhatsApp. Rien d'anormal. Elle avait suivi les instructions de ma mère à la lettre. Elle avait nettoyé l'appareil de toute preuve immédiate. Mais les personnes qui ne s'y connaissent pas en technologie laissent toujours une empreinte numérique massive. Elles pensent qu'un balayage vers la gauche et un clic sur supprimer font disparaître les choses pour toujours. Elles n'ont aucune idée du fonctionnement des serveurs cloud et des données de cache. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle à mon bureau et j'ai conduit directement chez Félix. Félix est un collègue du département informatique de l'entreprise. Il est vif, profondément cynique, couvert de tatouages et farouchement loyal. Nous nous étions liés d'amitié après des années passées à supporter le terrible café du bureau et à partager une haine commune pour la bureaucratie d'entreprises incompétentes. Je suis entré dans son appartement en demi-sous-sol faiblement éclairé, j'ai posé le vieil ordinateur portable de Clara, qui contenait des sauvegardes importantes, sur sa table de salle à manger encombrée, et je lui ai raconté toute l'histoire sans omettre le moindre détail. Félix ne m'a pas offert de pitié superflue. Il ne m'a pas dit que tout allait s'arranger. Il m'a simplement regardé, a fait craquer ses articulations, a ouvert sa boîte à outils logicielle de récupération de données et s'est mis au travail. Je me suis assis sur son canapé usé, fixant le plafond pendant que les ventilateurs de son puissant ordinateur tournaient bruyamment. Il lui a fallu 4 heures d'efforts acharnés pour contourner les cryptages, fouiller dans les sauvegardes cloud synchronisées et récupérer les fichiers de cache définitivement supprimés de ses applications de messagerie. Lorsqu'il a enfin appuyé sur la touche Entrée et que les dossiers récupérés ont commencé à s'afficher sur le grand écran, le silence dans le sous-sol était assourdissant. Il y avait des centaines de photos, et pas seulement des selfies innocents, mais des preuves indéniables et catastrophiques, des clichés pris dans des chambres d'hôtel haut de gamme, des photos prises sur le siège passager de la voiture de luxe de Julien. Il y avait même une photo prise dans la chambre d'amis de la maison de mes parents lors d'une visite de Thanksgiving il y a 2 ans. Ce qui signifiait que cette liaison durait depuis bien plus longtemps que ce que j'avais initialement pensé. Voir ces preuves visuelles, voir le désir absolu dans ses yeux, la façon dont elle le regardait, dont il se touchait, a été un coup violent en pleine poitrine. C'était comme si quelqu'un m'avait donné un coup de batte de baseball dans les côtes. J'ai dû détourner le regard, m'agrippant au bord de la table pour me stabiliser. Mais les photos n'étaient pas le pire dans cette extraction. Le pire a été de lire les messages textes. Félix a silencieusement ouvert un journal de discussion récupéré entre Clara et ma mère, Béatrice. Je me suis penché pour lire les mots qui brillaient sur l'écran et mon sang s'est glacé instantanément. Clara écrivait, « Béatrice, je panique. Julien dit que nous devons arrêter de nous voir complètement. Et si Harrison le découvrait? Et si Pénélope vérifiait son téléphone? » Béatrice répondait, « Calme-toi, Clara. Arrête d'être hystérique. Harrison ne se doute de rien du tout. Il va travailler, il paie les factures, il rentre fatigué. Il ne pose pas de questions. Supprime simplement tes messages immédiatement. » Clara écrivait, « Mais j'aime Julien. Ce n'est pas juste. Je ne veux plus faire semblant. » Béatrice répondait, « Je sais, ma chérie. Vous avez tous les deux une connexion très spéciale. Je l'ai toujours vu. Mais Julien a un devoir sérieux envers Pénélope en ce moment. L'héritage de sa famille et le fonds fiduciaire immobilier sont essentiels pour sa stabilité future. Sois simplement patiente et joue les épouses dévouées et compréhensives avec Harrison. Nous allons gérer cette situation. Ne gâche pas tout. » Ma propre mère, ma propre chair, qualifiait la liaison adultère de ma femme avec mon frère de « connexion très spéciale ». Elle guidait activement Clara sur la façon de me tromper, manipulant la situation pour protéger l'accès de Julien à l'immense héritage de la famille de sa femme. Je n'étais rien d'autre qu'une distraction commode,
un mari de paille pathétique dont le seul but était de garder Clara occupée et logée pendant que Julien assurait sa fortune avec une autre femme. J'ai demandé à Félix de tout imprimer. Chaque photo, chaque échange de messages ignobles, chaque horodatage numérique prouvant leur déplacement. Nous sommes allés dans un magasin de fournitures de bureau et avons acheté 3 classeurs épais et solides. Nous les avons remplis de preuves indéniables, juridiquement valables et catastrophiques. Je pensais avoir touché le fond de la trahison, mais les coups durs ont continué de s'enchaîner. 2 jours après l'extraction informatique, celui qui était censé être mon meilleur ami, Simon, est venu chez moi à l'improviste. Clara était sortie faire des courses, pour récupérer des arrangements floraux pour la baby shower. Simon s'est garé dans mon allée, apportant un pack de 6 bières artisanales et une énergie nerveuse et instable qui a immédiatement mis mes sens en alerte. Simon et moi nous connaissions depuis notre première année d'université. C'était l'homme qui se tenait juste à côté de moi devant l'hôtel en tant que témoin à mon mariage. Nous sommes allés sur la terrasse arrière, nous installant dans des chaises de jardin, ouvrant les bières fraîches. « Dis, mec, tu as l'air un peu distant ces derniers temps », a dit Simon en décollant nerveusement l'étiquette en papier de sa bouteille en verre. « Tout va bien avec Clara ? La préparation de la fête te stresse ? » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ses yeux fuyaient dans le jardin. Il ne pouvait pas soutenir mon regard plus d'une seconde. Il continuait de fixer l'herbe, bougeant nerveusement sur sa chaise. « Tout va parfaitement bien », ai-je dit lentement en prenant une gorgée. « Pourquoi demandes-tu cela ?» Il a haussé les épaules d'un air embarrassé, prenant une longue gorgée de sa bière. « Je ne sais pas. C'est juste que, tu sais, le mariage c'est difficile, mec. Parfois, les gens font des erreurs. Parfois, des choses arrivent et il faut juste passer outre les détails et se concentrer sur l'essentiel, non ? Le pardon est la clé d'une longue vie. » Les poils de ma nuque se sont hérissés. Passer outre, le pardon. Simon n'était pas un philosophe. C'était un gars qui parlait exclusivement de football américain virtuel et de moteurs de voiture. Il ne s'exprimait pas en métaphore à moins de cacher quelque chose de colossal. C'est alors que mes yeux se sont tournés vers l'allée. Simon était venu avec un pick-up tout neuf et entièrement équipé. Simon, qui se plaignait amèrement d'avoir atteint le plafond de ses cartes de crédit et de ne pas pouvoir payer son loyer un mois auparavant. Simon, qui occupait un emploi de vente de niveau intermédiaire médiocre avec des commissions dérisoires. « Comment roule le nouveau pick-up » ai-je demandé négligemment, en gardant un ton très léger. « Ça a dû te coûter une jolie somme. »« Oh, oui, il est génial », a-t-il bafouillé, une rougeur intense envahissant rapidement son cou. « J'ai eu une excellente affaire sur un contrat de location. Tu sais ce que c'est. J'ai juste économisé un peu. Je savais exactement ce qu'il en était. » Julien. Julien avait toujours jeté d'importantes sommes d'argent sur ses problèmes pour les faire disparaître. Si Simon les avait accidentellement surpris, ou si Julien avait besoin de quelqu'un pour l'aider à couvrir ses traces quand Clara avait besoin d'un alibi, Julien l'aurait simplement acheté sans hésiter. J'ai glissé négligemment ma main dans ma poche, appuyant discrètement sur le bouton d'enregistrement de l'application dictaphone de mon smartphone, et je l'ai posé face contre terre sur la table en bois entre nous. « Simon », ai-je dit en me penchant en avant, baissant la voix pour qu'elle ne soit qu'un murmure couvert par le vent. Je sais absolument tout sur Julien et Clara. Simon s'est figé complètement. Son visage est devenu livide, tout son sang semblant quitter ses joues. La bouteille de bière dans sa main tremblait si violemment que le verre s'est mis à teinter contre sa bague. « Mec, je n'ai pas Harrison, écoute-moi », a-t-il bafouillé, une panique totale s'emparant de son regard. « Combien t'a-t-il payé, Simon » ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel, dépourvue de toute colère. Je ne suis pas fâché. Je veux juste connaître le montant exact que valait ma dignité pour mon meilleur ami. Simon a craqué. La pression était trop forte. Il a posé lourdement sa tête entre ses mains, fixant le plancher de la terrasse. 50 000 $, a-t-il chuchoté, la voix brisée. Il les avait surpris alors qu'il quittait un hôtel-boutique en centre-ville quelques mois auparavant. Julien avait paniqué. Il avait viré les 50 000 $ sur le compte bancaire de Simon dès le lendemain matin en lui disant qu'il s'agissait d'un investissement de départ pour un projet fictif que Simon avait évoqué des années plus tôt. 50 000 $. C'était le prix de ma dignité sur le marché. Je me suis rassis et je l'ai laissé parler.
Je l'ai laissé bafouiller ses excuses larmoyantes et pathétiques, m'expliquant à quel point il avait désespérément besoin de cet argent pour éviter la faillite, comment il pensait qu'il ne s'agissait que d'une aventure sans lendemain. Et comment il ne voulait pas être celui qui détruirait mon mariage et me briserait le cœur. Je suis resté assis en silence, laissant le téléphone enregistrer chaque mot de ses aveux lâches et pénibles. Lorsqu'il a enfin fini de parler, je me suis levé, j'ai récupéré mon téléphone, arrêté l'enregistrement et je l'ai regardé. « Quitte ma propriété », ai-je dit froidement. « Si jamais je revois ton visage, je te détruirai toi aussi. » Il a pratiquement couru vers son véhicule. J'avais les photos imprimées. J'avais les messages ignobles de ma mère. J'avais les aveux complets de Simon enregistrés. La tempête était maintenant prête, tourbillonnant d'une énergie sombre et violente. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était d'installer la scène, de rassembler le public et d'attendre le moment parfait pour déclencher l'enfer. Les 2 semaines précédant la baby shower ont été les jours les plus irréels et les plus éprouvants de toute ma vie. Je vivais dans une double réalité profondément schizophrène. À la maison, je jouais à la perfection le rôle du mari attentionné et ignorant. J'ai aidé Clara à choisir des serviettes de table coûteuses d'un bleu pastel. J'ai commandé un traiteur haut de gamme auprès d'un grand restaurant, en plaçant délibérément la facture exorbitante sur une carte de crédit neuve à son nom exclusif, une dette que je savais pertinemment qu'elle devrait assumer entièrement lors du divorce imminent. Je lui souriais par-dessus le comptoir de la cuisine, l'embrassais sur la joue avant de partir au travail et me comportais comme un homme profondément amoureux. Cela a eu un impact physique sur mon corps. J'avais constamment l'estomac noué et j'ai perdu 10 livres car je pouvais à peine avaler de la nourriture en restant assis en face d'un monstre. Mais derrière des portes closes, loin de ces regards indiscrets, j'étais un tacticien préparant une guerre de la terre brûlée. Je me suis rendu dans une imprimerie commerciale haut de gamme située 2 villes plus loin pour m'assurer que personne ne me reconnaîtrait. J'ai payé le prix fort pour faire imprimer les photos les plus incriminantes et les plus indéniables sur du papier glacé grand format à haute résolution. J'ai acheté un coffret cadeau luxueux fait sur mesure et doublé de velours, le genre de boîte que l'on utiliserait pour présenter des bijoux ou des montres de très grande valeur. J'ai méticuleusement rangé les photos brillantes à l'intérieur, en les intercalant avec des copies imprimées des horribles échanges de messages entre Clara et ma mère. J'ai attaché l'ensemble avec un magnifique ruban de soie coûteux. Le paquet avait l'air innocent. Il ressemblait à un trésor. Cependant, avant de pouvoir réduire ma vie actuelle en cendres, je devais assurer mon avenir. Je ne pouvais pas sortir de cette explosion les mains vides. J'ai organisé une réunion privée et confidentielle avec Winston, le PDG de mon entreprise. Winston est un homme d'affaires pragmatique, dur et de la vieille école, qui respecte avant tout l'efficacité et les résultats. Au cours de l'année écoulée, pendant que Julian faisait la fête et détruisait mon mariage, j'avais dirigé un projet de restructuration d'entreprise majeure qui avait permis d'économiser des millions en coûts opérationnels. Je suis entré dans son vaste bureau vitré au dernier étage et lui ai présenté une proposition audacieuse. Je n'ai pas dit un mot sur ma vie personnelle ou sur le scandale imminent. J'ai simplement dit que je cherchais un changement de décor important et que je souhaitais prendre la direction de la nouvelle succursale que l'entreprise ouvrait dans un autre état à l'autre bout du pays. Winston a examiné mon dossier d'évaluation, a joint ses mains et a hoché lentement la tête. « Harrison, tu es l'un des gars les plus brillants et les plus dévoués que j'ai dans cette entreprise. J'allais initialement proposer ce projet d'expansion à un vice-président senior, mais tu as la hargne. Tu nous as sauvés lors de cette dernière fusion. Tu le veux, il est à toi. » Une augmentation de salaire massive, un ensemble complet de relocalisation de cadres et une autonomie totale sur le nouveau bureau. J'ai serré fermement sa main, quitté ce bureau d'entreprise avec une nouvelle vie assurée, et me suis immédiatement rendu chez un avocat réputé en droit de la famille. Je me suis assis dans un fauteuil en cuir et j'ai lancé la procédure pour un divorce impitoyable et sans compromis. Nous avons verrouillé mes finances, en veillant à ce que Clara ne puisse pas toucher un centime de mes économies ou de mon nouveau salaire à venir. Nous avons rédigé les documents de partage des biens, en ciblant spécifiquement la valeur nette de la propriété immobilière que nous possédions. Je construisais activement une forteresse autour de moi avant de lancer la bombe ultime sur ma famille. Il n'y a eu qu'un seul léger moment de tension durant ma semaine de préparation. Nora, la jeune sœur de Clara, est passée chez nous à l'improviste quelques jours avant la fête pour déposer d'imposants bouquets de ballons. Nora était toujours calme, très observatrice et, contrairement à Clara, elle possédait une conscience. Alors que Clara était dans un salon de beauté pour se faire les ongles pour le grand jour, Nora se tenait dans ma cuisine,
me regardant installer des chaises pliantes dans le jardin. Harrison, a-t-elle dit doucement, ses mains serrant nerveusement la bandoulière de son sac. Est-ce que tu vas bien? Tu sembles vraiment différent ces derniers temps. Tu as l'air épuisé. J'ai arrêté de déplacer les chaises et je les regardais. Je pouvais voir la lourde culpabilité briller dans ses yeux. Elle savait. Peut-être qu'elle ne connaissait pas toute l'étendue graphique de la liaison ou le degré d'implication de mes parents, mais elle savait pertinemment que sa sœur était infidèle. Mais elle était trop lâche pour tenir tête à Clara et me dire la vérité. Je vais parfaitement bien, Nora, ai-je dit avec un sourire. C'était une expression froide, vide et terrifiante qui l'a obligée à reculer d'un pas. J'ai simplement hâte d'offrir son cadeau spécial à Julian. Cela va absolument tout changer. Ce sera mémorable. Elle a dégluti difficilement, le visage blême, et s'est empressée de franchir la porte d'entrée sans dire au revoir. Puis le fameux samedi est enfin arrivé. Le jour de la baby shower. Mon jardin de banlieue avait été transformé en un monde merveilleux, écœurant de douceur et de dépenses, fait de bleu pastel et de blanc éclatant. Une immense et élégante tente de réception avait été installée, un buffet de traiteur dégageait des odeurs de viande rôtie et de sauce riche, et un gâteau de créateur à 3 étages trônait sur un piédestal. Lentement, les invités ont commencé à arriver. 60 personnes ont rempli le jardin, la famille élargie, d'anciens voisins, des amis d'université et les invités les plus importants de tous, Pénélope et ses parents très riches et influents, Grégory et Sylvia. Grégory est un homme qui impose instantanément le respect. Il porte des costumes sur mesure un samedi après-midi ordinaire et dégage l'aura d'un homme qui détruit les gens dans les salles de conseil d'administration avant le déjeuner. Il exige la perfection et ne tolère absolument pas l'embarras public. Il m'a serré fermement la main, me remerciant chaleureusement d'être un hôte si attentionné pour sa fille. Julian est arrivé avec 20 minutes de retard, se comportant comme un roi triomphant qui tient sa cour. Il portait une chemise en lin de marque, les manches parfaitement retroussées, son bras entourant de manière protectrice et affectueuse le ventre arrondi de Pénélope. Mes parents le suivaient de près, rayonnant d'une fierté évidente. Mon père a tapé vigoureusement sur l'épaule de Julian en riant fort, tandis que ma mère a immédiatement commencé à les présenter aux invités comme s'ils étaient de la royauté. Clara jouait à la perfection le rôle de l'hôtesse aimable et parfaite. Elle a embrassé chaleureusement Julian sur la joue, a serré Pénélope dans ses bras et a joué le rôle de la tante impatiente et dévouée, riant et dirigeant le personnel du traiteur. Je me tenais silencieusement près du stand de boissons, me versant un verre de thé glacé, regardant toute cette pièce de théâtre grotesque se dérouler sous mes yeux. Ma mère s'est approchée de moi, tendant la main pour ajuster le col de ma chemise avec un sourire condescendant. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, Harrison », a-t-elle dit doucement. « Les décorations sont magnifiques. Je savais que tu y arriverais si tu t'appliquais un peu. Julian est très content de ton effort. » J'ai baissé les yeux vers la femme qui avait aidé à orchestrer la destruction totale de ma vie. La femme qui me considérait comme rien de plus qu'un idiot utile. J'ai souri, laissant la froideur atteindre mes yeux. « Attends de voir quand il ouvrira son cadeau, maman », ai-je dit calmement en prenant une gorgée de ma boisson. J'y ai mis tout mon cœur. C'est exactement ce qu'il mérite. Elle m'a tapoté affectueusement la joue et s'est éloignée pour rejoindre ses amis fortunés, ignorant totalement la présence du bourreau qui se tenait juste au milieu de son précieux jardin. La fête bourdonnait de rires bruyants et de musique acoustique douce diffusée par les haut-parleurs. Tout le monde mangeait, buvait et célébrait le fils prodige. J'ai vérifié ma montre. C'était l'heure. Je suis entré calmement dans la maison, je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai récupéré le lourd coffret en velours dans mon coffre-fort verrouillé, et je l'ai ramené à l'extérieur, sous la lumière éclatante du soleil. Je me suis dirigé d'un pas assuré vers le microphone installé près de la pile de cadeaux. Je suis resté là un moment, regardant cette mère de visage souriant. J'ai tapoté le micro à 2 reprises. Un sifflement strident de Larsen a retenti bruyamment dans les haut-parleurs extérieurs. 60 têtes se sont tournées simultanément vers moi. Les bavardages se sont arrêtés instantanément. La musique acoustique a été coupée. Le jardin est devenu d'un calme mortel et terrifiant. J'ai serré le coffret en velours dans ma main gauche. La tempête était enfin là. Je me tenais à la limite de la pelouse parfaitement tondue. Le métal froid du microphone était serré dans ma main gauche. Dans ma main droite, je tenais en équilibre le lourd coffret cadeau doublé de velours qui contenait la destruction absolue de ma famille.
Le jardin était un spectacle étalé d'excès de banlieue et de perfection factice. Mes parents n'avaient reculé devant aucune dépense pour transformer ma propriété en une mer de rubans bleu pastel, d'arrangements floraux blancs importés du fleuriste le plus cher du centre-ville, et de ce genre de rire forcé de la haute société qui me hérissait toujours les poils de la nuque. 60 personnes me fixaient en ce moment même. Le guitariste acoustique que ma mère avait embauché à un tarif horaire exorbitant juste pour assurer une ambiance de fond s'était arrêté au milieu d'un accord. Le léger tintement des flûtes de champagne de prix contre le cristal importé s'est lentement estompé pour laisser place à un silence terrifiant. J'ai pris un moment pour observer attentivement la foule. Je voulais me souvenir de chaque visage avant que la bombe n'explose. À ma gauche, mon frère aîné, Julien, se tenait là, incarnant parfaitement la réussite de la classe aisée et les privilèges intouchables. Il avait son bras posé de manière décontractée et affectueuse sur les épaules de sa femme enceinte, Pénélope. Il portait une chemise en lin sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, captant parfaitement la brise fraîche de l'après-midi. Mes parents, Théodore et Béatrice, se tenaient à quelques pas d'eux. Ils vibraient de fierté, se pavanant parmi leurs amis fortunés du country club, agissant comme s'ils avaient assuré à eux seuls l'avenir de la lignée humaine en orchestrant cette union. Et puis il y avait Clara, ma femme, celle à qui j'avais promis ma vie. Elle se tenait près du grand gâteau de créateur à 3 étages, tenant un couteau de service argenté. Elle m'a adressé un sourire radieux, encourageant et parfait. C'était exactement le même sourire qu'elle m'offrait chaque matin avant que je parte pour ma semaine de travail épuisante de 60 heures. C'était un sourire qui masquait à la perfection la réalité horrible selon laquelle elle passait ses après-midi dans le lit de mon frère. J'ai pris une inspiration lente et profonde, laissant l'air frais de l'automne remplir mes poumons. J'ai laissé ce lourd silence planer un instant de plus que ce qui était socialement confortable. Je voulais que chaque personne présente dans ce jardin ressente le poids oppressant de ce moment avant de les écraser avec. Merci infiniment à tous d'être ici aujourd'hui, ai-je commencé, ma voix résonnant clairement et fermement à travers le système de sonorisation haut de gamme. J'ai gardé un ton parfaitement chaleureux et posé, jouant exactement le rôle obéissant qu'ils attendaient tous de moi. La famille est la chose la plus importante au monde. Nous construisons nos vies autour des personnes en qui nous avons une confiance absolue, des personnes avec qui nous partageons notre foyer et de celles dont nous sommes convaincus qu'elles nous soutiendront toujours. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'agrandissement de notre famille. Julien, Pénélope, quel parcours incroyable et imprévisible cela a été pour vous deux. J'ai vu ma mère, Béatrice, tapoter le coin de son œil avec une serviette en tissu blanc impeccable. Elle pensait vraiment que je prononçais un discours sincère et émouvant. Elle croyait sincèrement qu'elle avait géré la situation avec succès, me maintenant dans l'ignorance totale tout en garantissant l'accès de Julien à l'immense héritage de la famille de Pénélope. L'arrogance de sa suffisance et l'absence totale de boussole morale ont alimenté le feu ardent qui brûlait au centre de ma poitrine. Julien, ai-je continué, tournant légèrement mon corps pour faire face directement à mon frère aîné. Un murmure de gêne a rapidement parcouru la foule aisée. Le père de Pénélope, Grégory, un homme qui avait bâti un empire immobilier commercial à partir de rien, a plissé ses yeux vifs et calculateurs. Il possédait l'instinct prédateur d'un requin et sentait clairement le changement de ton de l'après-midi. Mais Julien s'est contenté de rire fort, pensant que je faisais une plaisanterie autodérisoire pour vanter sa réussite écrasante. Il s'était toujours nourri de ma prétendue infériorité. C'était son oxygène. Mais devenir père, ai-je dit, en soulevant légèrement le lourd coffret en velours pour que la lumière du soleil accroche le ruban de soie argenté, exige une toute autre forme de responsabilité. Cela exige une honnêteté absolue. Cela exige une intégrité inébranlable. Cela exige d'un homme qu'il regarde sa famille et respecte les vœux qu'il a prononcés devant Dieu et devant la loi. Alors, j'ai passé ces dernières semaines à préparer un cadeau très spécial et unique en son genre. Quelque chose qui illustre parfaitement le lien que tu partages avec les personnes les plus proches de toi. Julien, Pénélope, pourriez-vous venir tous les deux ici un instant? Julien a souri, de son sourire à $1 million, celui-là même qui avait charmé les professeurs d'université et les riches investisseurs. Il a embrassé doucement Pénélope sur la joue et l'a guidée prudemment vers l'avant de la foule, là où je me tenais. Les invités ont applaudi poliment. Clara applaudissait aussi, les yeux brillants d'une fausse admiration, persuadée que j'avais acheté un gadget technologique coûteux pour la chambre du bébé. J'ai tendu le lourd coffret en velours directement à Julien. La boîte semblait lourde, chargée du poids d'une vérité indéniable et catastrophique. « Ouvre-le » ai-je dit doucement,
ma voix descendant d'un ton, captée de justesse par le micro. Je veux que tu vois exactement ce que tu as construit dans le dos de tout le monde. Julien a ricané de nouveau, se tournant légèrement vers l'assemblée attentive. Harrison, mec, tu n'avais vraiment pas besoin de faire de telles dépenses. Je croyais que ton budget était un peu serré ce mois-ci avec l'hypothèque. Il a adressé un clin d'œil condescendant et arrogant à ses anciens camarades d'université qui se tenaient près du buffet. Considère cela comme un investissement indispensable pour ton avenir, ai-je répondu, le visage de marbre, mes yeux fixés intensément sur les siens. Julien a saisi l'extrémité du ruban argenté et l'a tiré. Il s'est détaché facilement, tombant sur l'herbe fraîchement tondue. Il a posé ses mains sur le couvercle du coffret en velours et l'a soulevé. Pénélope s'est penchée, un sourire d'attente sincère sur le visage, s'attendant à découvrir une montre en platine gravée ou peut-être des hoches en argent transmis de génération en génération. Au lieu de cela, Julien a baissé les yeux sur l'intérieur en velours de la boîte, et le temps a semblé s'arrêter. J'ai observé la milliseconde exacte où son cerveau a traité ce qu'il voyait. Le sourire triomphant et arrogant sur son visage ne s'est pas contenté de s'effacer, il s'est brisé en 1000 morceaux terrifiés. Tout son sang a quitté son visage d'un coup, le laissant livide comme un spectre. Ses mains se sont mises à trembler si violemment que la boîte oscillait, faisant bruisser les feuilles de papier glacé à l'intérieur de manière audible pour les personnes au premier rang. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Pénélope, fronçant les sourcils de confusion. Elle a plongé sa main manucurée dans la boîte et en a sorti la première photographie. C'était un tirage grand format de haute résolution sur papier glacé montrant Julien et Clara sortant d'un hôtel-boutique connu du centre-ville. Ils s'enlaçaient étroitement et Clara l'embrassait dans le cou avec une passion explicite et indéniable. Pénélope a fixé la photo, le souffle coupé, les yeux écarquillés par la stupeur. Julien a tenté désespérément de lui arracher la boîte des mains, sa voix muant dans un ton aigu et pathétique de panique totale. « Harrison, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Coupe tout de suite. Pénélope, ne regarde pas ça. Rends-le-moi. Oh, je pense que tout le monde ici devrait regarder, ai-je dit directement dans le microphone, ma voix résonnant comme un coup de tonnerre sur la pelouse figée par la stupeur. J'ai sorti calmement une petite télécommande noire de ma poche. Plus tôt ce matin-là, sous prétexte d'installer un diaporama de souvenirs d'enfance, mon ami Félix m'avait aidé à installer un projecteur professionnel puissant. Nous l'avions orienté directement vers la grande paroi blanche de la tente de réception située juste derrière moi. J'ai appuyé sur le bouton de mise sous tension. L'appareil s'est allumé avec un ronflement mécanique qui a brisé le silence de plomb. Une image géante de 10 pieds de haut s'est projetée sur la toile blanche de la tente à la vue des 60 invités fortunés. C'était une capture d'écran d'un échange de SMS. Les caractères étaient immenses, nets et incontestables. Il s'agissait de l'échange de messages récupérés entre ma femme, Clara, et ma mère, Béatrice. Les mots s'affichaient au-dessus de la fête comme une sentence de mort. Clara écrivait, « Et si Harrison découvrait pour l'hôtel? Et si Pénélope vérifiait son téléphone ?» Béatrice répondait, « Harrison ne se doute de rien. Joue simplement les épouses dévouées et compréhensives avec lui. Nous allons gérer cette situation à la perfection. » Julien a un devoir sérieux envers Pénélope en ce moment. L'héritage de sa famille et le fonds immobilier sont absolument vitaux pour lui. Ne gâche pas tout. L'aspiration collective de la foule a ressemblé au bruit de tout l'oxygène vidé d'un coup du jardin. Ma mère, Béatrice, a poussé un cri étranglé et terrifiant, laissant échapper sa flûte de cristal. Elle s'est brisée sur le patio en pierre, le bruit aigu déchirant le silence étouffant comme un coup de feu. Le piège s'était refermé sur eux. Un chaos indescriptible a éclaté sur la pelouse soignée. Je suis resté là, immobile, ancré au sol comme un chêne séculaire pendant que l'onde de choc de la vérité balayait ma famille. Pénélope a lâché le coffret en velours comme s'il était brûlant d'acide. Des dizaines de photos brillantes de ma femme et de mon frère se sont éparpillées sur l'herbe, exposant en détail des mois d'adultère, de chambres d'hôtel et de moments volés dans la voiture de luxe de Julien. Pénélope a laissé échapper un sanglot déchirant qui semblait venir du plus profond de son être. Elle a serré son ventre arrondi de femme enceinte et a reculé, ses talons s'enfonçant dans la terre humide. Pénélope, mon cœur, s'il te plaît, attends. Je peux tout expliquer, a supplié Julien, s'approchant d'elle, les mains levées dans un geste pathétique de reddition. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était une terrible erreur. Cela ne signifiait rien pour moi. Elle ne comptait pas pour moi.
Ne fais pas un pas de plus vers ma fille. La voix a retenti avec l'autorité d'un général ordonnant une exécution publique. Grégory, le père de Pénélope, s'est avancé au premier rang, écartant les invités paralysés. Son visage était violacé par une fureur noire. Il a bousculé Julien avec une telle force physique que mon frère s'est effondré sur l'herbe, atterrissant directement sur les photos de sa propre infidélité. Espèce de parasite pathétique, a craché Grégory, debout au-dessus de Julien, les poings serrés. Clara, qui était restée figée près de la table du gâteau, a soudain été prise de panique en réalisant la destruction de sa vie. Elle a couru vers moi, les yeux écarquillés par une panique sauvage. Elle a attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau à travers le tissu de ma veste. Harrison, Harrison, s'il te plaît, écoute-moi. C'était un moment de faiblesse. C'est ta mère qui m'a poussé à continuer. Elle m'a manipulé, a hurlé Clara, rejetant instantanément la faute sur Béatrice dans l'espoir de se sauver du désastre. J'ai baissé les yeux vers la femme avec qui j'avais partagé un foyer, un lit et ma vie entière pendant 5 ans. J'ai cherché en moi le moindre reste d'affection, la moindre tristesse ou le plus petit regret. Je n'ai absolument rien ressenti, pas d'amour, pas de haine, juste un vide sidéral et un désir profond d'être débarrassé de son influence néfaste. J'ai glissé calmement ma main libre dans la poche intérieure de ma veste. J'ai sorti une enveloppe Kraft épaisse et pliée, j'ai écarté ses doigts de mon bras et j'ai plaqué l'enveloppe contre sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en pleurant, serrant l'enveloppe de ses mains tremblantes. « Ce sont tes papiers de divorce » ai-je dit. Ma voix a résonné clairement dans le microphone pour que toute l'assistance, y compris sa propre famille et les amis de mes parents, entendent chaque syllabe. Ils ont été rédigés par l'avocat le plus redoutable de cette ville. Tu remarqueras en les lisant que, suite aux preuves de ton infidélité et du détournement de l'argent du ménage pour payer tes chambres d'hôtel, je conserve l'intégralité de la valeur de nos biens immobiliers. Je garde mon salaire complet, mon plan d'épargne et mes comptes de retraite. Tu as exactement 2 heures pour vider tes affaires de ma maison avant que j'appelle la police pour te faire expulser pour violation de domicile. Ne m'adresse plus jamais la parole. Je me suis éloigné d'elle, la laissant s'effondrer en larmes, serrant les documents juridiques qui marquaient la fin de sa vie confortable. J'ai balayé du regard la foule agitée et j'ai croisé les yeux de Winston, le PDG de mon entreprise. Il se tenait près de la terrasse, un verre de scotch vieilli à la main. Il ne paniquait pas. Il ne parlait pas avec les invités. Il m'a simplement regardé, m'adressant un hochement de tête approbateur et respectueux. Dans le monde des affaires, Winston appréciait les hommes capables de gérer les crises avec une précision chirurgicale et froide. Je venais de prouver que je pouvais démanteler tout un réseau de mensonges sans sourciller. Grâce à ce simple hochement de tête, je savais que ma promotion, mon augmentation de salaire et mon package de relocalisation étaient assurés. Mon avenir professionnel était totalement préservé des décombres de ma vie personnelle. Mon père, Théodore, est enfin sorti de sa stupeur. Il s'est avancé vers moi, le visage rouge de colère et d'embarras. « Harrison, éteins ce projecteur immédiatement » a-t-il exigé, tentant d'utiliser ce ton autoritaire qu'il avait toujours employé pour me soumettre. « C'est une affaire de famille privée. Tu nous humilies devant tout le monde. Comment as-tu pu faire ça à ta mère, à ton frère ?» Je n'ai pas éteint le projecteur. J'ai fixé mon père dans les yeux et j'ai appuyé de nouveau sur la télécommande pour passer à la diapositive suivante. L'écran a changé instantanément. C'était une photo haute résolution d'un reçu de virement bancaire. 50 000 $ transférés directement du compte de Julien vers celui de Simon, mon prétendu meilleur ami, avec la mention claire, investissement de départ. Je me suis penché vers le micro, ma voix redescendant à un murmure glacial qui a résonné partout. Une affaire de famille privée, papa? C'est ainsi que tu appelles le fait de conspirer activement pour cacher une liaison. C'est ainsi que tu appelles le fait de payer mon meilleur ami pour qu'il se taise? Toi et maman vous êtes assis à ma table, vous avez mangé la nourriture que j'ai payée avec mon salaire, et vous vous êtes moqué de moi tout en me traitant comme un pion jetable. Vous n'avez pas seulement échoué en tant que parent. Vous avez prouvé à toutes les personnes présentes aujourd'hui que votre moralité dépend uniquement de la taille du compte en banque. Ma mère pleurait de manière incontrôlable sur la terrasse. Son image de femme de la haute société venait de voler en éclats. Les femmes du country club, les personnes même qu'elle avait passé des années à essayer d'impressionner, la fixaient avec un dégoût évident. Tante Agatha, la femme méprisante qui avait critiqué ma voiture et encensé Julien quelques semaines plus tôt,
se dirigeait déjà vers la sortie, cherchant désespérément à s'éloigner du désastre social. J'ai lâché le micro sur l'herbe. Un bruit sourd a retenti. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. J'ai tourné le dos à ce chaos de cris et de pleurs, j'ai traversé la foule d'invités stupéfaits qui se sont écartés sur mon passage, et je suis entré dans la maison. J'avais une nouvelle vie à reconstruire, et je n'allais pas perdre une seconde de plus à les regarder brûler dans le feu qu'ils avaient eux-mêmes allumé. Je ne suis pas resté dans le jardin pour voir la suite des événements, mais mon collègue Félix, qui était resté pour récupérer son matériel de projection, m'a fait un récit détaillé de l'affrontement qui a suivi sur la pelouse. Selon lui, dès que j'ai disparu dans la maison, Grégory a perdu toute retenue. Julien, la lèvre en sang et désespéré de sauver son train de vie, a tenté de se relever pour attraper la main de Pénélope. Grégory s'est interposé immédiatement, s'avançant avec une rapidité surprenante pour son âge, et lui a décoché un direct du droit en plein visage. Le bruit du nez cassé de Julien a été assez fort pour être entendu clairement par les invités restants. Julien s'est effondré sur le cou, inconscient, le sang coulant sur sa chemise de marque avant même que sa tête ne touche l'herbe. Mon père, Théodore, voyant son fils adoré étendu au sol, a tenté de s'en prendre à Grégory en hurlant qu'il allait porter plainte pour agression. C'était une grave erreur. Grégory, malgré ses 50 ans passés, s'entraînait quotidiennement à la boxe. Il a esquivé facilement le coup maladroit de mon père et lui a asséné un coup sec dans les côtes. Le coup a mis Théodore à genoux instantanément, le laissant le souffle coupé, se tordant de douleur. Pendant que les hommes se battaient, les femmes ont sombré dans un chaos total. Sylvia, la mère de Pénélope, était une femme qui protégeait la réputation de sa famille avec une féroce sévérité. Elle s'est avancée vers ma mère, Béatrice, qui pleurait toujours sur la terrasse. Sylvia n'a pas crié, elle n'a pas discuté, elle a simplement attrapé une poignée de cheveux de ma mère et a tiré vers le bas de tout son poids. Ma mère a hurlé, se débattant comme un animal pris au piège. Lorsque les employés du traiteur ont réussi à séparer Sylvia, Béatrice avait perdu une mèche de cheveux importante, son cuir chevelu saignait, sa robe de prix était déchirée et sa dignité était totalement réduite à néant. Quelqu'un dans la foule a même lancé que Béatrice devrait penser à s'acheter une perruque avec ce qu'il restait de l'héritage ruiné de Julien. Alors que la police locale était appelée pour mettre fin à cette bagarre générale, j'étais dans ma chambre, agissant avec une efficacité froide. J'ai pris de grands sacs poubelles dans la cuisine et j'y ai jeté sans ménagement les vêtements de Clara, ses chaussures de marque et ses produits de beauté. Je n'ai pas plié un seul vêtement. J'ai traîné les 6 grands sacs dans le couloir, j'ai ouvert la porte d'entrée et je les ai jetés sur la pelouse près du trottoir. Lorsque Clara est enfin arrivée devant la maison, le maquillage coulant sur son visage, les yeux rouges de larmes, elle a vu toute sa vie entassée dans des sacs poubelles sur l'herbe humide. Elle m'a regardé sur le pas de la porte. Elle a ouvert la bouche pour parler, pour me supplier, pour tenter de me manipuler une dernière fois. Je me suis contenté de lever mon téléphone, mon pouce placé juste au-dessus de l'écran. J'ai la police en ligne de mire, Clara. Prends tes affaires et quitte ma propriété avant que je ne te fasse arrêter pour violation de domicile. Elle a refermé la bouche, tremblant de tout son corps. Elle a saisi 2 sacs et s'est éloignée dans la rue vers la maison d'une amie. J'ai verrouillé la porte, je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un grand verre d'eau glacée et, pour la première fois en 2 mois, j'ai enfin respiré profondément. Mais le destin n'en avait pas tout à fait fini avec le karma. Le retournement de situation le plus ironique s'est produit environ 6 semaines après la finalisation de mon divorce et la vente de la maison. J'étais installé dans mon nouvel appartement dans une autre ville, profitant d'une soirée tranquille, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était Diana, l'ancienne meilleure amie de Clara. Sa voix tremblait de colère et d'une joie amère. « Harrison » a-t-elle dit, le souffle court. « Je devais t'appeler. Tu dois savoir ce qui vient de se passer. » Diana m'a expliqué qu'elle traversait elle-même un divorce difficile. Lors de la phase d'enquête sur les finances de son mari, Marcus, elle avait engagé un détective privé. Marcus était un promoteur immobilier fortuné qui s'associait souvent avec Julien pour des investissements commerciaux. « Clara ne couchait pas seulement avec ton frère », a dit Diana avec un rire sec et sans joie qui m'a glacé le sang. Elle couchait aussi avec Marcus. Elle menait les deux de front. Et ce n'est même pas le meilleur. J'ai haussé les sourcils de surprise. Qu'est-ce qui pourrait être encore pire, Diana? Pénélope a accouché il y a 2 jours, a chuchoté Diana.
Le bébé est arrivé en avance. Et Grégory, étant l'homme méfiant qu'il est, a exigé un test de paternité immédiat à l'hôpital avant d'accepter d'inscrire l'enfant sur le fonds fiduciaire familial. Je me suis redressé dans mon fauteuil, le cœur battant. Et Julien n'est pas le père, a révélé Diana. Le bébé est de Marcus. Pénélope couchait en secret avec mon mari depuis 1 an. Julien trompait Pénélope avec Clara, et Pénélope trompait Julien avec Marcus. Ce sont tous des sociopathes sans scrupules. J'ai éclaté de rire. Un rire franc qui est monté de ma poitrine pour résonner dans mon appartement calme. L'ironie de la situation était incroyable. Julien, le fils prodige, celui qui avait sacrifié la femme de son frère et sa propre famille pour s'assurer un héritage confortable, avait été trompé par son propre associé. L'enfant qu'il pensait être sa clé pour une vie de luxe n'était même pas de son sang. Il avait détruit ma vie, ruiné sa propre réputation et s'était fait frapper pour absolument rien. Selon Diana, lorsque les résultats du test de paternité ont désigné Marcus, Grégory a demandé à ses avocats d'écarter définitivement Julien de la vie de Pénélope. Julien a été mis à la porte de leur domaine avec pour seul bien les vêtements qu'il portait. Comme Grégory l'avait forcé à signer un contrat de mariage très strict, Julien n'a pas obtenu un seul centime des biens immobiliers, des actions ou du fonds fiduciaire. Il s'est retrouvé ruiné, humilié publiquement et sans aucun lien biologique avec l'enfant. Les conséquences à long terme pour les coupables ont été totales, définitives et irréversibles. Clara, abandonnée par Julien, qui devait faire face à ses propres problèmes financiers et juridiques, et rapidement délaissée par Marcus, a dû retourner vivre chez ses parents dans leur maison étroite. Elle travaille désormais dans un emploi de vente au salaire minimum pour payer les mensualités de la dette de carte de crédit que je l'ai légalement contrainte à assumer lors de notre divorce. Les hôtels de luxe et les dîners coûteux qu'elle s'offrait dans mon dos sont désormais payés par des heures passées debout à scanner des articles pour des clients mécontents. Julien, ruiné et mis sur liste noire par le réseau d'affaires de Grégory, n'avait nulle part où aller. Il a ravalé sa fierté et est retourné vivre dans sa chambre d'enfance chez mes parents. Le fils prodige, âgé de 35 ans, ruiné, célibataire, humilié publiquement et vivant chez ses parents. Mes parents, qui avaient sacrifié ma vie, ma santé mentale et mon mariage pour préserver son image, se retrouvent désormais à devoir héberger un homme adulte qui ne construira jamais rien. Leurs amis fortunés du country club les ont complètement abandonnés après l'affrontement public de la baby shower. Tante Agatha ne répond même plus à leurs appels, terrifiée à l'idée que leur réputation entache son propre statut social. Quant à moi, ma vie a pris un chemin que je n'aurais jamais pu imaginer pendant ces jours sombres. J'ai déménagé à l'autre bout du pays pour accepter la promotion que Winston m'avait proposée. Le plan de relocalisation a tout pris en charge, des frais de déménagement à l'acquisition de mon nouveau logement. Mon nouveau salaire a doublé, transformant ma situation financière. Sans Clara pour dépenser mon argent et en conservant la totalité de la valeur de nos biens immobiliers vendus, mes comptes d'épargne ont augmenté de manière significative. Je vis désormais dans un bel appartement moderne offrant une vue sur la ville. Je me réveille chaque matin sans aucune anxiété. Je passe mes week-ends à faire de la randonnée en montagne, à découvrir de nouveaux restaurants et à construire des relations sincères avec des personnes qui apprécient la loyauté, l'honnêteté et le respect. Mon collègue Félix a demandé son transfert dans la même succursale quelques mois après moi, et nous prenons régulièrement un verre après le travail, riant des absurdités du monde de l'entreprise et trinquant au nouveau départ. Je m'épanouis d'une manière que je ne croyais pas possible. J'ai reçu un dernier appel désespéré de ma famille. C'était un mardi soir tard, environ 6 mois après l'incident de la baby shower. L'écran affichait le nom de ma mère. J'ai regardé le téléphone vibrer sur le comptoir de la cuisine pendant un long moment. Contre toute attente, j'ai décroché. Harrison, a dit la voix de ma mère. Elle semblait très âgée. Elle semblait fragile, faible, dépourvue de toute son arrogance passée. Harrison, s'il te plaît, ne raccroche pas. Tu nous manques tellement. La maison est si vide sans toi. Julien traverse une grave dépression. La santé de ton père est fragile depuis l'incident avec Grégory. Nous sommes une famille, Harrison. Le sang reste le sang. Nous devons oublier ce terrible malentendu. Nous devons parler de l'avenir, de ton héritage, et voir comment réparer tout cela. Je me suis appuyé contre le comptoir de granit. Regardant par la fenêtre les lumières de ma nouvelle ville, je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus de tristesse.
J'éprouvais simplement une profonde pitié pour cette femme manipulatrice à l'autre bout du fil. Elle tentait d'utiliser la promesse d'un héritage financier et l'excuse d'un problème de santé pour récupérer le fils loyal qu'elle avait si facilement rejeté. « Maman », ai-je dit d'une voix calme, stable et neutre. « Tu n'as plus de fils nommé Harrison. Cette version de moi, celle qui cherchait ton approbation, est morte la nuit où je t'ai entendu chuchoter dans la cuisine. En ce qui me concerne, considérer cet appel comme un adieu définitif est la seule chose à faire. J'enterre ton souvenir. Garde ton argent. Donne l'héritage à Julian. Il en aura grandement besoin pour payer ses frais d'avocat et ses séances de thérapie. Ne m'appelle plus jamais. » Je n'ai pas attendu sa réponse. Je ne voulais pas entendre ses larmes. J'ai appuyé sur le bouton rouge, mettant fin à l'appel. Puis je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué définitivement son numéro. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai bloqué celui de Julian. J'ai coupé le dernier lien avec mon passé toxique. J'ai établi une frontière solide et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Parfois, pour construire une vie de paix, il faut être prêt à allumer la mèche et à brûler les fondations toxiques sur lesquelles on repose. On ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a brisés. J'ai traversé le feu et j'en suis ressorti plus fort.